Alexandre Collin, vous êtes paysagiste, concepteur et co-gérant du cabinet E6 Nepson. Voilà, je me suis pas trompée. Vous avez participé au projet Vision qui était porté par Bordeaux Métropole qui visait à tester des solutions de rafraîchissement pour les habitants. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous rappeler, voilà, en quelques mots, en quoi consiste le phénomène des îlots de chaleur, même si, bon, je pense qu'on en a bien entendu parler, mais ce serait bien, voilà, juste de reprendre un petit peu les grands principes, et aussi quelles sont les projections pour les décennies à venir sur une ville comme Bordeaux. Bonjour à tous. En effet, le phénomène d'îlot de chaleur, maintenant, on commence à bien le connaître. Mais je vais quand même le rappeler vite fait. Le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est pourquoi il va faire plus chaud. Il fait plus chaud dans les villes que plutôt dans les périphéries. C'est souvent lié, c'est essentiellement lié aux matériaux qui sont utilisés dans les territoires, qui ont tendance à capter la chaleur pour la réémettre la nuit. Et en fait, on va avoir nos territoires urbains qui vont plus redescendre en température la nuit. Et une journée, 2 journées, 3 journées où la température de la ville ne redescend pas en dessous de 25 degrés, ça va. Au-delà, les corps vont commencer à s'épuiser. C'est ce que l'on a constaté sur la canicule 2003. Et en fait, il va y avoir une surmortalité qui peut se créer sur des personnes vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées. Donc c'est un phénomène à prendre en compte, lié justement au changement climatique. Il faut se dire que la canicule 2003, d'ici 2050-2070, ça va être presque la norme. On va avoir une canicule qui va revenir tous les 2 ans à peu près, suivant les différents scénarios. Donc là, il faut se préparer. On va parler un petit peu d'adaptation au changement climatique. Il faut se préparer. Donc comment on peut se préparer ? Ça c'est d'autres questions. Mais les premières prévisions, les dernières prévisions qu'on a du GIEC sont assez dures. En effet, pour Bordeaux, par exemple, on annonce que d'ici 2050, le climat bordelais, ça sera le climat de Séville. Donc on imagine un petit peu toutes les conséquences que cela peut avoir sur le territoire. Également, une autre prévision qui me fait un peu peur, c'est le climat londonien. D'ici 2070-2100, ça sera le climat de Barcelone. Il faut imaginer là aussi, je pense que ça fait un petit peu peur. Donc voilà, faut réussir un petit peu à s'adapter et mettre des solutions en marche dès maintenant pour éviter qu'on ait une canicule 2003 tous les 2 ans en termes de santé publique. Alors, dans le cadre du projet Vision, vous avez testé plusieurs solutions. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous les présenter, puis nous dire un petit peu quelles sont les principales conclusions que vous avez pu en tirer ? Ouais, alors le projet Vision, c'était un projet financé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne sur le territoire de Bordeaux Métropole. L'objectif du projet, c'était de tester un petit peu des solutions de lutte des effets des îlots de chaleur, donc surtout des solutions de rafraîchissement en ville à partir de la ressource en eau. Donc qu'est-ce qui existe ? C'était un petit peu l'idée. Donc on a commencé par faire un benchmark des solutions existantes sur tous les territoires, notamment les territoires liés à de forts épisodes de chaleur. Et ensuite, on a aussi fait une enquête sociale auprès des habitants de la métropole. On avait mis en place un questionnaire sur le site de la métropole. Il y a eu plus de 1000 réponses. L'objectif, c'était d'avoir le ressenti un petit peu des habitants face à ces vagues de chaleur. La conclusion sur ce questionnaire, c'était qu'il y avait plus de 60% des répondants qui disaient que la température moyenne au-delà de laquelle il fait trop chaud, c'est 30 degrés. Donc déjà, on le voit sur le territoire qu'on le dépasse maintenant très régulièrement. Et il disait également qu'il trouvait que sur le territoire bordelais, on n'avait pas assez de solutions de rafraîchissement.
Donc on inclut tout là-dedans, on inclut les fontaines à boire, on inclut des parcs ou des choses comme ça. Mais voilà, 60% des répondants trouvaient qu'on n'avait pas assez de ce type de solutions. Donc les solutions qui existent, il y en a plusieurs. Basées à partir de l'eau, en effet, on va avoir les fontaines à boire, on va avoir des jeux d'eau, de la brumisation, des fontaines. Nous, on a élargi un petit peu le scope, on a intégré également la végétation, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le végétal est quand même le meilleur allié pour créer des zones de rafraîchissement. Certes, il va créer de l'ombre par son feuillage, et donc on va se sentir bien sous un arbre, mais surtout, grâce au phénomène d'évapotranspiration, en fait, l'arbre, il va aller chercher de l'eau dans le sol, et il va avoir un effet climatiseur direct direct au pied de son arbre. Faut pas imaginer, mais il y a des études qui ont montré qu'un arbre mature équivaut à peu près à 5 climatiseurs en termes de consommation d'énergie et de rafraîchissement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu élargi nous aussi le scope, et on a intégré la végétation dans les solutions. Sur les solutions, ce que l'on peut en conclure, la meilleure solution en termes de rafraîchissement pur, ça reste de la brumisation ou du jet d'eau, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un rafraîchissement de contact. On va avoir l'eau qui va venir sur nous, et donc là, on va avoir un vrai rafraîchissement. Sauf qu'on a constaté qu'à 3 mètres du jet d'eau, il n'y a plus de rafraîchissement. Nous, on a fait des mesures, il n'y a plus de rafraîchissement. Voilà, c'est assez limité. Il faut être vraiment dans le jeu ou sous la fontaine pour vraiment avoir un impact. Tandis que le végétal, lui, on a fait des mesures, ça permet de rafraîchir à peu près de 2-3 degrés l'air ambiant, donc c'est assez conséquent également. Mais en plus, ce rafraîchissement est plus diffus, c'est-à-dire qu'on va être sur une zone de 10-15 mètres autour d'un arbre isolé, avec un impact assez important. Donc voilà, c'était un petit peu les grandes conclusions qu'on a tirées de ce benchmark, avant même de passer au projet Vision. Je peux expliquer du coup. Et ta chaise. Voilà, est-ce que ça marche? Parfait. Donc en fait, vous aviez déjà ce type de conclusion avant même de passer à la phase expérimentale? Ouais, on a fait beaucoup de bibliographie, beaucoup de littérature pour essayer de voir un petit peu les conclusions de toutes les études qu'il y avait partout dans le monde. Mais bien entendu, l'idée, c'était d'expérimenter tout ça et de mettre des vrais chiffres par rapport à notre territoire. Ouais. Et j'imagine aussi, il y a vraiment toute la partie sociale. Vous avez vraiment mené cette enquête de terrain auprès des habitants, savoir au niveau de l'acceptabilité, de peut-être aussi... c'est aussi un outil de sensibilisation. Donc le premier exemple concret, c'était sur la ville de Pessac. Oui, ouais, sur la ville de Pessac, en effet, on avait installé des jeux d'eau dans des quartiers un petit peu à risque, sensibles, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui est arrivé dans les années 2010-2015 qui s'appelle le street pooling. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce phénomène où on va ouvrir des bornes incendie, des bouches incendie, pour se rafraîchir à la base, voilà. Mais on a vu des photos, voilà, c'est un petit phénomène de mode qu'il y a dans les quartiers où on met par exemple une piscine au pied de la bouche à incendie et puis on va tous se mettre dedans. Donc en effet, là il y a eu beaucoup de cas les années précédentes sur la ville de Pessac, et on a voulu réduire un petit peu cela parce que ça a de gros impacts. Faut savoir qu'un hydrant c'est 60 mètres cubeurs, donc d'un point de vue consommation d'eau potable c'est assez énorme. En plus il y a des dangers par rapport à ces ouvertures. Il y a eu des bras arrachés, il y a aussi une baisse de pression dans le réseau, donc si j'ai un incendie juste à côté, les pompiers vont pas pouvoir intervenir. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons que l'on veut éviter, et donc on avait dit, si on installait justement des zones de rafraîchissement dans ces quartiers. Voilà. Et donc on a testé en installant des jeux d'eau, donc c'était des jeux d'eau pour enfants, dans ces quartiers. En fait, il y a eu une vraie
acceptabilité, merci, j'y arrivais pas. Et donc, la population l'a pris à bras le corps. C'était des jeux d'eau avec bouton poussoir. Il y a pas un qui a eu l'idée de mettre un parpaing sur le bouton poussoir pour que ça tourne en continu. On a examiné toutes les consommations d'eau et quand il pleuvait, il y a eu 0 consommation. Quand il a fait chaud, il y a eu de la consommation. Donc très bien, et surtout ça a permis de réduire ces consommations-là. Sur l'année 2019, il y avait eu sur le territoire bordelais plus de 5000 m3 d'eau utilisée à cause de ce phénomène de street pooling. Et là, sur l'été, ça nous a permis d'utiliser que 500 m3. Donc on a divisé par 10 un peu l'utilisation grâce à ces jeux d'eau et qui ont été très bien appréciés par la population. Ça paraît magique comme solution. Divisé par 10, c'est tout bête, c'est simplement que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément accès à des zones de rafraîchissement, à des piscines municipales, aller à la mer ou des choses comme ça. Et quand on leur apporte des solutions, au final, ils les utilisent et ils les respectent parce que c'est dans leur intérêt. Donc voilà, c'était une belle enquête. Ouais. Alors la deuxième solution qui a été testée, donc c'était sur la ville de Senon. Alors, on va enfin pouvoir regarder les images qui n'arrêtent pas disparaître depuis tout à l'heure. On passe enfin à ce sujet-là. C'était du spoil. Sur la ville de Senon, en effet, l'idée c'était, une fois qu'on avait fait ce benchmark de solutions, on s'est dit, faudrait le tester en cas réel et surtout sur le même lieu, c'est-à-dire tester un petit peu tous les systèmes de rafraîchissement, donc des plantes grimpantes, des arbres, de la brumisation, du voile d'ombrage, tout ça, mais tous ces systèmes-là sur un même site, dans les mêmes conditions, pour voir vraiment quel impact cela peut avoir. Et donc on a installé ce mobilier qu'on a créé, on les a conçus et réalisés, et on les a installés sur la place du marché à Senon. C'est une place 100% minérale. C'est la place du marché. Il y a quelques îlots verts plantés juste à côté, à proximité. Mais il y avait un vrai souci sur cette place parce que elle vient d'être refaite, mais très minérale, donc il fait très chaud. Donc ce nom s'est porté volontaire pour ce test. Donc on a créé ces modules. C'est des modules qui vont s'assembler comme des Lego en fait. Il y en a qui vont avoir des plantes grimpantes, d'autres des arbres, d'autres de la brumisation comme j'ai dit. Et en fait on peut créer comme ça notre propre aménagement. Créer ce que vous voyez à l'écran. Du coup, on a pu tester un petit peu chaque solution, alors avec des caméras thermiques, avec des sondes de température. Enfin, on a surveillé la consommation en eau. Donc, on a fait plusieurs tests. Les conclusions sont celles que j'ai un petit peu annoncées tout à l'heure. C'est que la brumisation avait un impact direct, en effet, mais ça restait quand même la végétation qui, en termes de consommation d'eau, le rapport consommation d'eau et impact avait resté la meilleure solution. Et le voile d'ombrage, pour le coup, apportait uniquement de l'ombre, mais c'était pas terrible en termes de rafraîchissement. Ça évitait un petit peu de subir la chaleur, mais ça n'offrait pas de rafraîchissement. Alors, qu'est-ce que ça va être la suite du projet Vision ? Est-ce que la ville de Pessac, de Senon ou peut-être de Bordeaux Métropole, est-ce que ce type de solution va être généralisé, amplifié ? Oui, sur Bordeaux Métropole, en effet, alors je ne vais pas parler pour eux, mais c'est les discussions qu'on a avec eux. Sur Bordeaux Métropole, en effet, ils veulent un petit peu développer ce type de solution. L'avantage de ces solutions modulables, c'est que c'est un petit peu ce qu'on peut appeler de l'urbanisme tactique. C'est-à-dire qu'on va venir sur un espace vraiment minéral où on peut... Généralement, c'est les retours qu'on nous fait. On ne peut pas planter, il y a des réseaux dessous. Tout un tas de raisons. Et donc, l'urbanisme tactique, avec ces modules qu'on vient d'installer juste en période estivale, on les installe, on les retire à l'hiver. Ça plaît parce que ça permet d'avoir un premier regard. C'est-à-dire, on va les installer, on va se dire « Ok, ça marche. Ok, c'est accepté par la population. »
bon, ben maintenant, une fois qu'on a vu ça un été, 2 étés, ben peut-être qu'on va planter vraiment sur cette place, on va peut-être planter des arbres, et d'ailleurs on va sûrement planter les arbres qui étaient dans les bacs de ce mobilier. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'a aussi la métropole. Et puis voilà. Et puis ça, pour la ville de Senon, ils ont vraiment adoré le projet. Tous les habitants ont adhéré. Ils embêtent le maire justement pour que ça revienne. Voilà, ce qu'on l'a enlevé à la fin de l'été 2020. Ils ont embêté un peu le maire pour qu'en 2021 il y ait quelque chose, mais bon, ça s'est pas fait. Donc voilà, ce type de solution marche très bien. Et puis pour nous, du coup, on a profité pour créer une société dédiée à ces mobiliers-là, pour diffuser un petit peu ce type de mobilier un petit peu tactique. Donc voilà, l'aventure continue. Mais l'idée, c'est de se projeter voilà, dans un futur. Et surtout, quand on parle de rafraîchissement par l'eau, voilà, va falloir réfléchir un petit peu, et c'est un peu la demande de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne pour cette mission, c'est quel type d'eau on va utiliser aussi. À l'heure actuelle, si on veut brumiser, c'est uniquement de l'eau potable. Est-ce qu'on ne se projette pas d'ici 2050 et qu'on met peut-être un petit peu de côté les centaines de morts qui sont liées à la légionnelle pour sauver des milliers de morts qui peuvent arriver à cause des canicules qu'il y aura en ville? Donc voilà, on a apporté un petit peu le sujet. Pour l'instant, c'est assez bloqué du côté de l'ARS notamment, ce qui est normal en plus dans cette période. Mais voilà, si on se projette dans un futur, quelle eau on peut utiliser? Est-ce qu'on va pouvoir recycler de l'eau pluviale pour en faire de la brumisation? Est-ce qu'on aura le droit de le faire? Et puis, comme je vous ai dit, un des meilleurs moyens de rafraîchir, ça reste le végétal. Est-ce que, pour le coup, là, le végétal, on peut récupérer un petit peu toutes les eaux que l'on veut pour irriguer cette végétation en période estivale pour qu'elle remplisse justement ce rôle de climatiseur urbain? Alors, je ne sais pas si on mettra de côté les morts, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de solutions de réutilisation d'eau qui ont été présentées ce matin, donc on peut espérer qu'il y ait des solutions. Voilà. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Oui, j'arrive. Alors, j'espère que je ne suis pas en point. Oui, bonjour. Une question par rapport aux solutions de végétalisation, pour savoir peut-être ce que vous pensez des solutions type micro-forêt urbaine. En gros, est-ce que vous avez aussi une analyse comparative des différentes solutions entre finalement des plantes en pot, des plantations, des micro-forêts, à la fois sur l'effet rafraîchissement versus le coût que ça peut avoir en contrepartie? Alors, déjà, en termes d'effet, rien ne vaut un arbre planté en pleine terre, ça, il n'y a pas photo. Sur les micro-forêts, moi j'ai un petit souci avec ça. Les petites micro-forêts qu'on voit se multiplier un petit peu partout et qui sont des actes un petit peu politiques. Moi, c'est très bien. Le but de la micro-forêt, c'est de planter jeune, très dense, pour que les arbres poussent le plus vite possible et offrent un maximum de services le plus rapidement possible. Sauf que voilà, le choix des essences va être très, très, très important parce que souvent, c'est reproduire ce qui se passe en forêt. Et ce qui se passe en forêt, c'est qu'on va avoir toujours les mêmes essences qui vont sortir gagnantes de cette mise en concurrence. Donc là, déjà, il faut bien choisir ses essences. Et deuxièmement, d'un point de vue rafraîchissement, le système des micro-forêts veut que quand on crée la micro-forêt, elle soit un petit peu sanctuarisée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui puisse aller à l'intérieur, piétiner ou des choses comme ça. Il faut laisser faire la nature. Du coup, se pose la question, d'un point de vue rafraîchissement, si on ne peut pas aller à l'intérieur, même une fois que la forêt aura poussé, ça pose problème parce que c'est vraiment à l'intérieur qu'on aurait cette sensation de rafraîchissement. Moi, je trouve que, notamment sur le territoire de la métropole, on manque d'espaces verts, on manque de parcs pour lesquels les gens, on l'a vu aussi pendant la période Covid, de confinement, tous les gens cherchaient un petit parc à moins d'1 kilomètre de chez soi pour aller prendre l'air. On manque de ça, et si on a des petits espaces, peut-être que c'est mieux de pouvoir y avoir vraiment accès plutôt que de tourner autour et de ne pas pouvoir s'asseoir à l'intérieur, se rafraîchir. Voilà. Donc moi, c'est juste le petit bémol que je mettrais par rapport aux micro-forêts.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Eh ben, merci beaucoup Alexandre Collin.